C'est le moment de la saison NBA où les équipes arrêtent la théorie pour enfin montrer leur vrai visage. Denver commence enfin à trouver sa vraie cohésion. Miami a construit quelque chose de solide ces 6 dernières semaines. Les Spurs sont prêts à rivaliser bien plus tôt que prévu, tandis que certaines des plus grandes stars de la ligue bouleversent complètement la course aux playoffs. Mais avant que la post-season ne commence, voici les 5 points brûlants que vous et moi devons analyser en ce moment. Le premier point majeur, c'est que les Denver Nuggets arrivent à toute allure. On a beaucoup parlé de Denver ces derniers temps. Depuis le retour de Jokic, leur bilan est négatif, avec seulement 9 victoires pour 10 défaites. Il y a encore 2 jours, ils n'étaient que 6e à l'ouest. Tout le monde parlait de leur chute. Et en apparence, on pouvait croire que cette équipe coulait pour de bon. Mais moi, je vous le dis, Denver redevient cette machine redoutable, tout à fait capable d'aller chercher une nouvelle bague de champion. Parce que le plus important ici, ce n'est pas leur bilan comptable, c'est plutôt la tête de leurs 5 majeurs quand tous les titulaires sont enfin réunis sur le parquet. Ce 5 composé de Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon et Nikola Jokic n'a joué que 166 minutes ensemble cette saison. Ce qui n'est absolument rien. Mais durant ce court laps de temps, leur net rating grimpe à plus 15,8, un rating offensif de 126,9 et surtout, un rating défensif de 111,1. Cette statistique défensive est colossale. C'est l'élément clé qui change tout pour les Nuggets. S'ils défendent juste au niveau de la moyenne de la ligue, alors ils redeviennent de vrais prétendants au titre. Car on sait tous de quoi leur attaque est capable autour de Nikola Jokic. Voilà pourquoi cette dernière ligne droite est cruciale pour Denver. Tout ce dont les Nuggets ont besoin maintenant, c'est d'épargner ce groupe des blessures. Ils doivent créer des automatismes et emmagasiner assez de confiance pour s'offrir une vraie chance d'obtenir l'avantage du terrain avant le début des playoffs. Jamal Murray a même eu cette alerte à la cheville et on voit bien qu'il n'est pas encore à 100%. Mais chapeau à lui, il serre les dents sur le terrain car il sait que chaque minute compte. Même en boitant un peu, il vient de coller aux Spurs. 39 points et 7 passes à 52% au tir, le tout en plein back-to-back. Le Joker a été tout aussi monstrueux avec 31 points, 20 rebonds et 12 passes, ajoutant 3 interceptions et 2 contres pour seulement 3 ballons perdus. C'est grâce à des matchs pareils que je considère ce duo Jokic-Murray comme le meilleur de toute la NBA. Mais soyons honnêtes, la vraie clé du dossier, c'est Cam Johnson. Denver doit tout simplement l'impliquer davantage. Contre les Spurs, il compile 15 points, 5 rebonds, à 6 sur 8 au tir, signant là l'un de ses meilleurs matchs sous ses nouvelles couleurs. C'est exactement mon point. 8 malheureux tirs, c'est bien trop peu. Il devrait en prendre au moins 12 par soir, le staff doit absolument le garder concerné. Donnez-lui plus de ballons, faites-le sortir d'écran en mouvement, laissez-le prendre le rythme. Car dès que Cam commence fort en début de partie, toute sa panoplie offensive devient fluide et percutante. C'est un joueur de rythme, mais surtout un profil polyvalent, intelligent et stable dont l'équipe avait cruellement besoin des deux côtés du terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont échangé Michael Porter Jr. Et attendez de voir ce que Spencer Jones vient d'accomplir. Il a littéralement fait basculer la rencontre en leur faveur au début du 4e quart-temps avec 2 tirs primés monumentaux. Incroyable. Quel énorme stop sur Stephen Castle. Pour moi, il a été l'élément clé de ce run de 11-0 au 4e quart. Il a commencé l'année en contrat two-way, et pourtant, je le vois finir ce match avec 19 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, et 2 contre à 61% d'adresse et 50 à 3 points. C'est un apport monstrueux qui change tout chez les Nuggets. Leur banc est profond. L'an modifié, j'avais l'impression qu'ils ne faisaient confiance qu'à 6 joueurs, mais cette saison, les solutions sont bien plus nombreuses. Alors oui, la question concernant Denver reste exactement la même que celle que je me pose depuis toujours. Peuvent-ils faire assez de stops en play-off? Mais ce que vous et moi avons vu, c'est que cette équipe sait hausser son niveau défensif quand ça compte vraiment. Je l'ai vu en 2023. Et s'ils retrouvent cette version de leur défense, avec ce Jamal Murray là, et un Jokic qui redevient enfin le vrai Jokic, et avec plus de profondeur que jamais, je peux vous dire que Denver ne va pas fléchir. Ils sont là pour tout rafler. Maintenant, la deuxième chose essentielle à savoir avant ces playoffs, c'est que depuis 6 semaines, le Miami Heat joue carrément comme l'une des meilleures équipes de toute la NBA. Et je ne dis pas ça juste parce qu'ils ont gratté quelques victoires par-ci par-là. Non, je trouve leur niveau actuel vraiment flippant. Depuis début février, Miami affiche ainsi le 2e meilleur net rating de la ligue avec plus 12,3. Il se classe 4e en attaque à 120,2
et premier en défense à 107,9 de rating. Ce n'est pas juste un coup de chaud d'un seul côté du parquet. J'affirme qu'ils sont devenus légitimement élites dans tous les aspects du jeu. Et selon moi, cette dynamique va durer, car Miami ne gagne pas par un coup de chance. Ils s'imposent par la défense, l'effort et le contrôle. Ils dominent nos rebonds, protègent bien le ballon et grattent des possessions supplémentaires, remportent la bataille des lancers et pourrissent la vie des adversaires. Je le répète, la défense reste la colonne vertébrale de ce succès. Bam Adebayo en est le pilier central comme d'habitude, mais je trouve la structure autour de lui bien plus solide. Kelly Ware les aide à protéger le cercle. Andrew Wiggins offre une vraie option défensive sur l'aile. Davion Mitchell verrouille le porteur de balle et collectivement, je vois un groupe ultra connecté. Ils switchent mieux et varient parfaitement leur couverture. Et ils sont bien plus difficiles à déstabiliser qu'ils ne l'étaient en début d'année. Mais à mon avis, la plus grande raison individuelle de cette métamorphose, c'est évidemment Bam. Sur ses 15 derniers matchs, il tourne à 25,7 points de moyenne, 9,5 rebonds, 3,3 passes, 1,4 interceptions à 56% d'adresse réelle. Et oui, cette série comprend ce carton historique à 83 points. L'une des soirées les plus folles qu'on ait jamais vues. Mais pour moi, le plus important, c'est que ce n'est pas sorti de nulle part. Bam préparait ce cap depuis un moment. Je le trouve bien plus agressif. Il attaque plus tôt, s'impose sous le panier. Il joue face au cercle avec confiance, agressant constamment la défense au lieu de simplement se laisser porter en attaque. C'est exactement cette version d'Adebayo dont le Heat a besoin. Pas un joueur qui doit planter 35 points par soir du jour au lendemain, mais une version capable de rester l'encre défensive de cette équipe, tout en lui apportant un véritable impact offensif. Et c'est là que Tyler Herro devient crucial lui aussi, car Bam ne peut pas tout porter tout seul. L'adresse de Tyler compte, mais sa création est tout aussi vitale. Il apporte à Miami une vraie menace offensive supplémentaire, et ça donne enfin de la cohérence au collectif. Mais voilà, on arrive au point de friction. Pour moi, titulariser Tyler Herro est indiscutable. C'est réglé. Le vrai casse-tête, c'est le cas Norman Powell, sachant que les deux hommes étaient absents récemment. Pourtant, sans eux, Miami a cartonné. Si je relance Herro et Powell d'un coup, on augmente le plafond offensif, mais on risque de fragiliser la défense extérieure et de casser cette alchimie qui fait leur force. Attention, je ne dis pas que Norm est le problème. C'est juste que Miami a trouvé une identité solide, et je me demande comment injecter de l'attaque sans tout dérégler. Je trouve que ce sera fascinant de voir. Puis la suite des événements, car ils ont le profil parfait pour piéger un favori au premier tour. S'ils gardent ce rythme fou, et plus important encore, trouve le bon équilibre au retour de Powell et Herro. Si vous aimez mon analyse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est le meilleur moyen de dire à YouTube que ce contenu mérite de tourner et ça m'aide à continuer mes analyses. La troisième chose que je dois partager avec vous, c'est que les Spurs de San Antonio sont peut-être prêts à tout casser dès maintenant. Face à une équipe si jeune, on s'attend toujours à voir leur inexpérience leur jouer des tours. Sauf qu'à un moment donné, s'ils continuent à terrasser les gros bras de la ligue avec autant de maîtrise, alors je refuse de parler d'eux au futur. Ils comptent aujourd'hui, et leurs statistiques sont tout simplement hallucinantes. Depuis le début de février, c'est fou, San Antonio domine la ligue au net rating avec un incroyable plus 14,8, ils sont premiers en attaque avec 124,1 d'évaluation offensive, et quatrième de toute la ligue en défense à 109,3. Et ne me parlez pas d'un coup de chance éphémère sur l'ensemble de la saison. Ils mènent 4-1 contre Oklahoma City et ont balayé les Pistons de Détroit. Ce n'est pas de la chance au calendrier ou une simple série de victoires faciles, mes yeux me disent qu'ils prouvent depuis un moment que s'ils jouent leur basket, ils peuvent terrasser n'importe quel cador. Et la raison majeure de ce succès s'appelle évidemment Victor Wembanyama, qui est tout simplement surhumain. Sur ses 4 dernières sorties, le gamin tourne à 33,3 points, 11,3 rebonds et 3,8 contres par match, à 71% d'adresse globale et 46% à 3 points. Je vous le dis, il martyrise ses adversaires. Lors de leur récent affrontement face aux Rockets, il m'a fait décrocher la mâchoire plus d'une fois, notamment sur ce contre monstrueux qui a totalement humilié Tari Eason. Contre Boston, ils l'ont carrément défié de shooter de loin. Wemby a accepté le défi avec 39 points et un superbe 8 sur 15 derrière l'arc. Ce qui m'a bluffé dans ce match, ce ne sont pas les chiffres, c'est son attitude. La défense de Boston ne faisait même plus l'effort de contester ses tirs. En gros, il préférait 1000 fois le laisser shooter à mi-distance, plutôt que de le voir pénétrer. Et Wemby les a punis sévèrement. À mes yeux, c'est exactement ce qui le rend si terrifiant actuellement, car il ne domine pas que d'une seule façon. Si vous montez sur lui à 3 points, il vous transperce direct.
Il fait s'effondrer la défense adverse, créant des paniers faciles pour lui et pour ses coéquipiers. Wembanyama diversifie ses options pour détruire les défenses, et croyez-moi, ça va peser lourd en play-off. Et franchement, l'autre raison majeure pour laquelle je m'emballe, tout ça devient flippant, c'est Stephen Castle. Il a été monstrueux face aux Nuggets. Alors oui, les Spurs ont gâché leur avance et perdu, mais Castle a été spectaculaire. Il a signé 30 points et 11 rebonds, et 10 passes décisives, tout en rentrant 4 tirs sur 8 de loin. C'était bien plus qu'un simple triple-double. C'est la manière qui m'a frappé. Le jeu commence clairement à ralentir pour lui. Certes, il perd encore un peu trop de ballons et manque de régularité à 3 points, mais ce sont des détails, car il défend déjà comme un chef, prend des rebonds dignes des meilleurs arrières de la ligue et joue avec une puissance folle. Si son tir extérieur continue de se régler comme ces derniers temps, il deviendra l'un des meilleurs arrières de la NBA bien plus tôt qu'on ne le pense. Pour moi, l'élément clé qui change tout reste De'Aaron Fox. Car en play-off, quand la pression monte, il vous faut ce vétéran star pour aller arracher des possessions décisives. Les jeunes montent en flèche. Wembanyama est tout simplement injouable et Stephen Castle explose bien plus vite que ce que j'imaginais. Mais si Fox apporte ce punch offensif ultra agressif en plus de tout ça, alors les Spurs passent de redoutables à terrifiants instantanément. C'est pour cela que San Antonio me fascine autant actuellement. Ils ne construisent pas seulement pour l'avenir. Ils prouvent qu'ils comptent déjà très sérieusement dans la course au titre. Bon, quatrième chose essentielle à savoir selon moi, Boston est en train de monter. Et si c'est si important, c'est que Boston dominait déjà les débats avant même le retour de Jason Tatum. Et maintenant, la machine semble complète. Ils sont allés défier Oklahoma City sans Jason Tatum ni Derrick White. Et alors que le Thunder récupérait Chet Holmgren et Alex Caruso, dans un match que je voyais déjà tourner au fiasco, ils ont lutté d'égal à égal jusqu'au bout, ne s'inclinant que de 2 petits points. Jaylen Brown en a été la cause principale, terminant avec 34 points, 6 rebonds, 7 passes et 2 interceptions et contres. Et même avec ses pertes de balles et son manque d'adresse durant ce match, Boston a su s'accrocher. Supérieurs au rebond, ils ont arraché 23 points sur deuxième chance au courage et ont toujours trouvé des solutions. Certes, ils ont buté sur Shai Gilgeous-Alexander, qui a été tout simplement étincelant. Mais franchement, qui a la recette pour le stopper actuellement? Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont bousculé les champions en titre sans 2 cadres majeurs. Et maintenant que Jason Tatum est de retour, croyez-moi, leur plafond va grimper en flèche. Ces statistiques brutes ne sautent pas aux yeux. 15 points contre Dallas, 20 points à Cleveland, 24 face aux Spurs après l'expulsion de Jaylen Brown, puis 20 contre Washington. Sur ses premiers matchs, alors que les derniers chiffres manquaient, il tournait à 19,8 points, 8,5 rebonds, 4,5 passes et 1,3 interceptions par match. Et oui, son efficacité reste moyenne, avec moins de 30% de loin, mais c'est ce que je prévoyais. Son tir n'est pas réglé. Ses jambes ne suivent pas encore tout à fait. Et par moments, on voit clairement qu'il cherche encore à retrouver son rythme de croisière. Mais malgré toutes ces difficultés, on voit déjà les flashs. Par moments, il va vous enchaîner les paniers coup sur coup. Et par séquence dans un match, on retrouve enfin le vrai Jason Tatum. Mais ensuite, ça redevient brouillon, ce qui est normal. C'est le passage obligé à ce stade. Et voilà pourquoi c'est une très mauvaise nouvelle pour le reste de la conférence. Tatum n'a pas besoin de revenir directement à son meilleur niveau pour que les Celtics fassent peur. Il lui faut du temps. Heureusement pour Boston, il lui reste encore 4 semaines pour retrouver pleinement ses jambes. Et dès que ce sera fait, son tir en suspension devrait revenir naturellement. S'il retrouve ne serait-ce que 75% du joueur de l'an dernier, Boston s'impose clairement comme le grand favori à l'Est. Car quand on prend du recul, cette conférence Est est vraiment prenable cette saison. Les Pistons ont pas mal ralenti ces derniers temps, et les Knicks sont loin d'être parfaits. Cleveland non plus, et Boston reste la seule franchise de la conférence Est, qui possède un effectif de champion, tout en y réintégrant maintenant Jason Tatum. Les Celtics s'en sortaient déjà très bien, et voilà qu'ils récupèrent leur patron. Celui qui hausse le plafond de tout ce groupe, avec tout le temps nécessaire pour retrouver son rythme. Maintenant, le 5e point clé à retenir aujourd'hui, c'est l'exploit insensé que vient de réaliser Shai Gilgeous-Alexander lors de cette victoire marquante face à Boston. Il a signé 35 points, effaçant le record mythique de Wilt Chamberlain, du plus grand nombre de matchs consécutifs à 20 points minimum, avec 127 rencontres d'affilée. Et je pense que les gens ne mesurent pas du tout la folie du truc. On ne parle pas d'un mois de feu, d'une seule bonne saison, ou d'une série où tout rentrait. On parle de répondre présent, chaque soir de la semaine pendant plus d'1 an, pour infliger au moins 20 points à l'adversaire,
peu importe l'opposition. Une telle régularité, c'est presque hypnotisant à observer. Et le plus fou, c'est qu'il ne s'agit pas de gonfler ses statistiques pour briller au troisième quart-temps avant de s'effacer en fin de match. Actuellement, il s'impose comme le scoreur le plus décisif de toute la ligue. Le Thunder reste sur 7 victoires. Et dans ces fins de match serrés, Shai Gilgeous-Alexander enchaîne les paniers clutch qui calment tout le monde. Il a terrassé les Nuggets sur un tir à 3 points assassin en reculant, juste après en avoir déjà rentré un. Il a aussi puni les Warriors, puis les Knicks de la même manière. Et récemment contre Boston, il a planté 14 points dans le dernier quart-temps, signant 2 tirs mi-distance cruciaux pour maintenir les siens dans la bataille. Les stats de la ligue le placent d'ailleurs au sommet des scoreurs dans le Money Time. À ce stade, je ne serais pas du tout surpris de le voir rafler le titre de MVP et de joueur le plus décisif. Ça montre à quel point il est sous-estimé. Je pense franchement qu'on ne lui accorde pas assez de crédit. Car sans lui, l'attaque d'Oklahoma City ne tiendrait pas la route. Mais il change la donne. Et c'est ce qui rend cette équipe du Thunder aussi terrifiante en ce moment. Ce n'est pas juste sa grandeur, c'est la facilité déconcertante avec laquelle il enchaîne les paniers impossibles. Ses 2 tirs à mi-distance contre Boston semblaient presque trop simples, sans aucun effort. Comme s'il ne forçait même pas son jeu. C'est ça le plus effrayant avec Shai. Il ne panique jamais. Il dicte son propre rythme. Il trouve sa position, déclenche son tir, et c'est automatique. Franchement, si je devais le défendre en play-off, je ferais tout pour lui arracher le ballon des mains en fin de rencontre. Parce que défendre en 1 contre 1 sur Shai Gilgeous-Alexander, c'est clairement un pari perdu d'avance en ce moment. Et la situation globale d'OKC est tout aussi hallucinante. L'équipe n'est même pas encore au complet. Chet Holmgren et Alex Caruso viennent à peine de revenir contre Boston, alors que Jalen Williams et Isaiah Hartenstein sont toujours absents. Alors, aussi effrayant que Shai puisse être, ce collectif va franchir un tout autre palier dès que ses cadres seront de retour. Pour moi, c'est précisément la grande interrogation concernant le Thunder actuellement. Pas l'alchimie collective, non, car tout va s'emboîter naturellement s'il retrouve enfin la santé. L'état physique est crucial, en particulier pour Jalen Williams, parce que son ischio-jambier le siffle depuis bien trop longtemps maintenant. Et OKC a besoin de sa version ultra agressive vers le cercle en play-off. Il leur faut ses percussions constantes, ses pénétrations, sa création secondaire et sa polyvalence défensive. S'il redevient ce joueur d'impact et que l'effectif se rétablit enfin au meilleur moment de la saison, alors le record de Shai dépasse la simple performance individuelle. Ça s'inscrit dans un projet d'une toute autre envergure. C'est la signature de la franchise qui reste selon moi la meilleure de la NBA. Et si vous voulez analyser une autre équipe qui devient vraiment terrifiante en ce moment, je vous conseille de jeter un œil à ma vidéo sur Luka Doncic. Parce que si Luka continue de jouer à ce niveau monstrueux vu ces derniers jours, la conférence Ouest va devenir encore plus indécise. Un vrai casse-tête.